Bonjour et bienvenue à tous et toutes à cette toute première conférence de la saison. Au programme aujourd'hui, comme prévu, la famille Beaubien et ses liens avec le Myland des Outremont par Yves Desjardins. Je me présente, Amélie Roy-Bergeron. Je suis chargée de communication et secrétaire à la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal. Je cède maintenant la parole à la présidente de la Société d'histoire du Plateau et directrice du Centre de documentation, Huguette Loubert. Merci Amélie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Cette conférence est la première d'une série de 5 qui seront présentées à raison de 1 par mois jusqu'au mois de mai sur le thème des personnalités du plateau. C'est aussi une première présentation en ligne pour nous. On vous demande d'être compréhensif en cas de petits pépins techniques. Les conférences à la Société sont bien établies depuis près de 10 ans maintenant, avec des conférenciers d'une grande érudition de l'histoire du plateau. Elles ont lieu normalement à la bibliothèque du Plateau Mont-Royal, mais la pandémie nous a obligés à les remettre. Vous trouverez de l'information sur notre site et sur Facebook à leur sujet, mais pour ceux qui ne sont pas membres de la Société, si vous devenez membre de la Société, ça vous coûte que 20 $. Vous recevrez à ce moment-là l'info sur toutes nos activités régulièrement, ainsi qu'un bulletin qui a une très bonne renommée. Vous ferez aussi une bonne œuvre car vous soutiendrez la Société qui travaille fort à faire connaître l'histoire du plateau. Passons maintenant à la conférence. Notre conférencier est un passionné de l'histoire locale. Il est l'auteur de l'Histoire du Myland, paru en 2017 chez Septentrion, et un des co-auteurs du Dictionnaire du plateau. 2 livres magnifiques que je vous recommande chaudement, si vous ne les avez pas déjà. Il a reçu en 2018 le prix Robert Prévost, remis par la Société historique de Montréal, et il collabore aussi régulièrement à notre bulletin. J'ai le grand plaisir de vous présenter notre conférencier, un chercheur infatigable, qui vous racontera l'histoire de la famille Beaubien, une des grandes familles bourgeoises de Montréal. Mesdames et messieurs, je vous présente Yves Desjardins. Merci beaucoup, Huguette. Très touché de l'invitation une fois de plus. Le Myland, la famille Beaubien et Outremont. Je commence avec cette statue de Joseph Beaubien que plusieurs parmi vous connaissez probablement, puisqu'elle se trouve à l'avant du parc Beaubien à Outremont. Elle honore Joseph Beaubien, qui a été pendant près de 40 ans maire d'Outremont et qui est l'un des membres d'une dynastie familiale importante dans l'histoire d'Outremont. Le rôle de la famille Beaubien dans la création et le développement d'Outremont est bien connu. Ce qu'il était beaucoup moins toutefois jusqu'à tout récemment, c'est le rôle que la même famille a joué dans le développement du quartier adjacent, le Myland. Je suis membre de mémoire du Myland, qui est la société d'histoire locale de ce quartier, qui est en quelque sorte la société sœur de la Société d'histoire du Plateau Mont-Royal. Et à travers nos recherches, on s'est rendu compte que le rôle de la famille Beaubien était incontournable si on voulait comprendre l'histoire, le développement et aussi la physionomie contemporaine du Myland. De fait, quand la famille Beaubien a commencé à développer un territoire qui était largement rural, elle s'est attaquée à ce qui est aujourd'hui le Myland plusieurs années avant de développer ce qui est maintenant Outremont. Alors, le fondateur de la dynastie, c'est Pierre Beaubien, qui est assez connu dans l'histoire montréalaise parce qu'il portait plusieurs chapeaux, comme le dit le titre, médecin surtout et grand propriétaire foncier. Alors, Pierre Beaubien est en quelque sorte, même s'il n'est pas le premier des Beaubien, le fondateur de ceux qui, au fil des décennies, ont créé Outremont et le Myland parce que, comme médecin, il a investi une large partie de ses revenus dans la propriété foncière. Alors, comme vous le voyez, il était fils de cultivateur, mais un cultivateur prospère, baie du Fèvre, entre Sorel et Trois-Rivières, pour vous situer. Il avait été remarqué par les Sulpiciens, qui étaient non seulement les seigneurs de Montréal, mais surtout qui dirigeait la paroisse de Montréal et les principales institutions éducatives, dont le petit séminaire. Et grâce à l'appui des Sulpiciens, qui voyait en lui un jeune homme brillant, il est allé à Paris pour étudier à l'université de la Sorbonne. Il a été reçu docteur en médecine en 1822 et c'est le premier Canadien
qui obtient un doctorat en médecine en France depuis la conquête de 1760. Donc, c'était vraiment un personnage remarquable comme médecin. En 1829, Pierre Beaubien a épousé Marie-Justine Casgrain, la fille de Pierre Casgrain, un seigneur de Rivière-Ouelle. Ça a été donc le médecin de plusieurs communautés religieuses montréalaises, comme les Sulpiciens, et il a aussi été le médecin de la prison de Montréal, et c'est l'un des fondateurs de l'École de médecine de Montréal. En soi, ça serait une conférence parce qu'à l'époque, les médecins de l'Université McGill avaient le monopole de l'enseignement de la médecine et ils se sont longtemps opposés à la création d'une école de médecine francophone. Il va pratiquer la médecine toute sa vie, mais il aura aussi une carrière politique parce qu'il va être aussi député provincial et échevin de la ville de Montréal. Donc, j'aurais pu faire facilement toute la conférence sur Pierre Beaubien, mais je m'intéresse surtout, puisque la conférence porte sur le rôle de la famille dans le développement du Myland et d'Outremont, à son rôle comme grand propriétaire foncier. Alors, vous voyez cette publicité de la Minerve de 1847, emplacement à vendre, sur les rues Craig et Saint-Alexandre, rue de Bleury et des Jurés. Ça, c'est le Montréal du 19e siècle. Donc, on se situe en bas de la rue Sherbrooke, rue Sainte-Catherine et Saint-Constant, mais aussi et au haut de la rue Saint-Dominique, Faubourg Saint-Laurent et Myland, sur la continuation de la rue Saint-Laurent et celle des Tanneries. La rue des Tanneries, on va y revenir, c'est comme ça que ce qui est devenu aujourd'hui l'avenue du Mont-Royal s'appelait. Alors, on voit qu'il a des emplacements à vendre, M. Beaubien, un peu partout, non seulement dans la ville de Montréal, mais aussi dans le faubourg Saint-Laurent, le premier faubourg qui se trouve au nord de la ville, et en haut de la côte à Baron, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque la dénivellation entre les rues Ontario et Sherbrooke, c'est-à-dire au Myland. L'historien Robert Sweeney a calculé que Pierre Beaubien, était le 5e plus grand propriétaire foncier à Montréal au milieu du 19e siècle. Donc, c'était considérable. Il faut aussi comprendre qu'à cette époque-là, les revenus des médecins ne suffisaient pas à faire vivre une famille de conditions bourgeoises. Alors, les médecins, comme d'autres professionnels, étaient nombreux à investir dans la propriété foncière, qui était pour les Canadiens français, dans le contexte des années qui ont suivi la conquête, là où plusieurs des grandes familles de la bourgeoisie montréalaise ont constitué leur fortune. En 1842, et c'est là qu'on se rapproche de notre sujet, Pierre Beaubien va acquérir une partie des terres de la succession de feu Thérèse Legrand, qui était la veuve de Pierre Forestier. Pierre Forestier, c'est un marchand. L'historienne Joanne Burgess dit de lui qu'il était probablement le marchand canadien-français le plus riche au Bas-Canada, aujourd'hui au Québec, à la fin du 18e siècle. Donc, c'était une très grande fortune. Il décède à la fin du 18e siècle. Sa veuve est l'héritière avec leurs filles, mais il y a une chicane épouvantable, je vous fais grâce des détails, sur la succession de Thérèse Legrand. Et pendant plusieurs décennies, les poursuites et les contre-poursuites vont se multiplier. Ça va aller jusqu'au Conseil privé à Londres et finalement, ça se règle seulement en 1842. Et Pierre Beaubien profite de l'occasion pour faire plusieurs acquisitions. Les deux qui nous intéressent, c'est la terre de Sainte-Catherine que vous voyez ici encerclée en bleu et qui est littéralement au cœur d'Outremont. Et ici, ce qu'on appelait alors la terre des carrières. La terre des carrières, ça correspond grosso modo, si vous suivez la flèche à gauche, au côté est du boulevard Saint-Laurent. Ici, au sud, c'est aujourd'hui l'avenue Mont-Royal. À l'est, c'est à peu près ce qui est maintenant l'avenue Henri-Julien, c'est-à-dire la rue qui se trouve tout de suite à l'ouest de Saint-Denis. Et ici, au nord, on est aux environs de la rue Jean-Talon. Donc, vous voyez deux très, très longues bandes étroites. Et quand Pierre Beaubien fait ces acquisitions-là, la terre de Sainte-Catherine à Outremont, c'est essentiellement, et c'est la même chose pour les voisins, les McDougall, les McCulloch et tout ça, ce sont des fermes qui sont exploitées soit par des métayers, c'est-à-dire des locataires, soit des gentlemen farmers, surtout des marchands anglophones écossais qui ont fait fortune dans le commerce de la fourrure et qui achètent des fermes sur la côte Sainte-Catherine, qu'on voit ici en arc de cercle, à la fois pour des raisons de villégiature, on veut se réfugier sur la montagne, mais aussi pour exploiter des fermes. Donc,
dans le cas de la terre de Sainte-Catherine, on est vraiment dans un environnement champêtre. La terre des carrières, le Myland d'aujourd'hui, c'est tout autre chose. Non seulement parce que c'est plat, mais c'est parce que c'est pas par hasard si c'est nommé la terre des carrières, c'est que c'est l'endroit où se trouvent depuis le milieu du 18e siècle les principales carrières de pierre grise, la fameuse pierre grise de Montréal, celle qui a servi à construire la plupart des grands édifices publics de Montréal de cette période-là. On n'a qu'à penser à l'église Notre-Dame. D'ailleurs, les contrats de construction de l'église Notre-Dame disent que la pierre va venir des carrières du Myland. Et donc, la terre des carrières est truffée littéralement comme un fromage gruyère de carrière. Il y a aussi un hameau qui est ici environ. Donc, on parle de Mont-Royal-Henri-Julien. C'est le hameau de la tannerie des Bel-Air. Les Bel-Air, c'est un autre clan familial qui exploite, parce qu'il y a un ruisseau qui descend du Mont-Royal, qui exploite une tannerie. Donc, il y a quelques centaines de personnes qui vivent au moment où Pierre Beaubien fait son acquisition, à peu près dans ce secteur-là, qui sont employés soit aux tanneries, soit dans les nombreuses carrières de pierre grise. Alors, c'est vraiment deux secteurs très différents parce que c'est un secteur qui est en exploitation avant tout pour extraire la pierre grise de Montréal. Il y a aussi quelques pâturages, quelques fermes qui se trouvent dans ce secteur-là. On parle essentiellement de fermes laitières. Et avant de quitter cette carte, je dois souligner, parce que lorsque j'avais donné cette conférence en 2015, on m'avait dit que je l'avais oublié, Pierre Beaubien fait aussi, à la même époque, l'acquisition de terres à Côte-des-Neiges, donc à l'extérieur de la carte, et il va vendre quelques années plus tard, en 1854, ces terres de la Côte-des-Neiges à la paroisse pour ce qui est aujourd'hui le cimetière de la Côte-des-Neiges. Alors, à partir du moment où ça devient un cimetière, ça sort d'une certaine façon de la famille Beaubien. Alors, qu'est-ce que fait M. Beaubien avec toutes ces acquisitions? Ben, au moment où il fait l'acquisition de la terre des carrières, les carrières qui ont servi à construire les grands édifices publics du Vieux-Montréal au début du 19e siècle sont déjà en fin de vie. Les principales carrières se sont déplacées vers le nord-est. Pensez à ce qui est aujourd'hui le parc Laurier, à Rosemont, le parc Père-Marquette, c'est là qu'elles sont rendues. Donc, les carrières dans le secteur où Pierre Beaubien achète sa terre sont en fin de vie. Alors, il faut trouver une vocation à long terme et les mélanges religieux. Dans un article du 11 avril 1848, les mélanges religieux, il faut savoir que c'était d'une certaine façon l'organe de l'évêché de Montréal, annonce le projet. Alors, je vous lis la citation. C'est un fait reconnu par tout le monde que là où l'on élève un clocher, là est un centre de population. Ainsi donc, si l'on construit une église à Myland, on ne peut douter que cela attire dans cette direction une population dense et laborieuse et ne contribue beaucoup à étendre de ses côtés les limites de la ville, à augmenter le nombre de ses habitations et par là même la somme de ses richesses et de ses revenus. Or, nous apprenons que Pierre Beaubien, écuyer, membre du Parlement, a fait une gratification de terrain qui doit être l'emplacement d'une église pour les habitants des Côtes-Saint-Louis, Sainte-Catherine et des tanneries des Bel-Air. Ça va être complété en 1849. En fait, ce que Pierre Beaubien fait, c'est qu'il donne à l'évêque de Montréal de cette époque, Ignace Bourget, gratuitement les terrains pour y construire une église, ce qui va devenir, comme le mélange religieux l'explique, un noyau et un pôle de rétraction important. Pierre Beaubien a choisi l'emplacement des terrains dont il va faire don à l'Église catholique au hasard, parce qu'il se trouve adjacent au chemin Saint-Laurent. Alors, en 1849, au moment où l'acte notarié conclut, le chemin Saint-Laurent est déjà une des artères de communication les plus importantes de l'île de Montréal. Ces deux photos-là magnifiques sont postérieures de presque 40 ans. On les date aux environs de 1880. Alors, en 1849, il n'y avait peut-être pas autant de maisons, mais ça vous donne une idée de l'importance du chemin Saint-Laurent. Il est ouvert par les Sulpiciens, une fois de plus, les seigneurs de Montréal, au début du 18e siècle, pour relier la ville qui, à l'époque, se termine aux fortifications, à la rue Notre-Dame.
et un peu plus au nord, pardon, pour relier la ville à toute la campagne environnante. Donc, les agriculteurs qui viennent du nord de l'île de Montréal, du Château-Récollet, qui viennent de l'île Jésus, empruntent le chemin Saint-Laurent pour alimenter Montréal, le marché Bon-Secours, la place Jacques-Cartier. C'est le chemin qui est emprunté pour nourrir Montréal littéralement. Donc, Pierre Beaubien anticipe, avec l'expansion de la ville, que cette artère de communication va être une voie naturelle pour l'expansion de Montréal vers le nord. Le premier édifice qui est construit à l'emplacement des terrains donnés par Pierre Beaubien à l'évêché, c'est l'Institution des sourds-muets. Elle ouvre ses portes en 1850, donc avant l'église annoncée par les mélanges religieux. C'est d'abord une institution destinée aux sourds-muets. On voit ici une photo de la fin du 19e siècle. Il y a eu un étage d'ajouté depuis 1850. Pourquoi une institution des sourds-muets avant la chapelle, avant l'église? Essentiellement parce que c'était une des œuvres les plus importantes pour Monseigneur Bourget. Les sourds-muets étaient littéralement, il paraît-il, ils étaient nombreux au Canada à cette époque-là. On attribuait ça à la pauvreté des Canadiens français, aux conditions climatiques. Je n'ai pas fait d'études pour voir jusqu'à quel point c'était fondé, mais peu de temps avant, on avait inventé le langage des signes qui leur permettait d'une certaine façon de sortir de l'abandon auquel ils étaient confinés. Et Ignace Bourget a fait venir de France une communauté, les Clercs de Saint-Viateur, pour justement s'occuper de l'Institution des sourds-muets. Alors, l'édifice que vous voyez là, qui se trouvait sur la rue Saint-Dominique, malheureusement, il n'existe plus, entre ce qui est aujourd'hui Laurier et Saint-Joseph, abritait à la fois une école pour les sourds-muets, des ateliers pour leur apprendre un métier, mais aussi une école pour les enfants du village des Tanneries et une chapelle. Alors, c'était un édifice multifonction. Et donc, les premières messes au Myland se sont dites là. En 1858, donc 8 ans plus tard, l'église suit. Ce qu'on voit ici, c'est cette façade-là, c'est la première église du Myland, celle qui avait été conçue par l'architecte Victor Bourgeot. L'arrière est d'une certaine façon toujours là, mais en 1903, on a confié à un autre architecte une nouvelle façade, celle qui existe encore aujourd'hui, beaucoup plus spectaculaire. Alors, vous voyez à gauche l'Institution des sourds-muets, vous voyez ici la première église du Myland, et vous voyez à droite, je vous le montre dans la photo suivante, le couvent de la Providence du Myland. C'est un couvent ouvert par les Sœurs de la Providence, la communauté fondée par Émilie Gamelin, qui existait déjà à Montréal, qui avait déjà plusieurs asiles à Montréal. À la fois, leur principale vocation, c'était de s'occuper des femmes âgées, indigentes, abandonnées, sans ressources. Mais le couvent de la Providence offrait aussi aux jeunes filles des cours, autant en internat qu'en externat. Alors, il y avait donc le couvent de la Providence qui ouvre ses portes en 1876 à droite, l'église au centre et l'Institution des sourds-muets à gauche. Le couvent de la Providence a été modifié, mais si vous allez au Parc La Haye, il existe toujours adjacent. En 1879, on complète d'une certaine façon le dispositif institutionnel avec l'ouverture de l'école Saint-Louis, celle-là destinée aux garçons. L'école Saint-Louis se situait, ce qui est aujourd'hui l'avenue Fermante, juste à l'est du boulevard Saint-Laurent, entre Saint-Laurent et Saint-Dominique. Encore une fois, dans cette photo prise peu de temps après l'ouverture, en 1879, on voit les Clercs de Saint-Viateur. Alors, les Clercs de Saint-Viateur s'occupaient non seulement des sourds-muets, mais donnaient aussi la classe à la première école pour garçons de Saint-Louis-du-Myland. Qu'ont en commun toutes ces institutions? Essentiellement, elles ont toutes été érigées sur des terres données par la famille Beaubien au clergé. Donc, ces institutions-là, au clergé ou aux religieuses, avaient en commun d'obtenir les terrains gratuitement. L'intention de Pierre Beaubien était de créer un noyau institutionnel à la hauteur de ce qui est aujourd'hui le boulevard Saint-Laurent et l'avenue Laurier. La suite se fait avec son fils, Louis. Louis Beaubien, comme le dit le titre, agriculteur, politicien et surtout promoteur de chemin de fer. On voit ici une photo de la famille Beaubien en 1874. Pierre Beaubien est ici.
son épouse Marie-Justine Casgrain. Plusieurs de leurs enfants sont devenus religieux. C'est une constante dans la famille, l'importance de la foi. Donc ici, vous voyez le frère de Louis, le père Charles-Philippe Beaubien. Vous voyez ici l'épouse de Louis Beaubien, Loretta Stuart Beaubien. Louis Beaubien, lui, est ici avec ses enfants. Et au milieu, c'est sa sœur Marie-Luce. Donc, on voit vraiment, d'une certaine façon, dans cette photo de 1874, ça symbolise le passage du témoin de Pierre, le patriarche, à son fils Louis, comme lui, contrairement à son frère, n'est pas devenu prêtre. D'ailleurs, je crois qu'il y a un autre de ses frères qui était aussi prêtre, mais il n'est pas dans la photo. Donc, Louis est celui qui va s'occuper des affaires civiles, puis qui va, d'une certaine façon, poursuivre et amplifier l'œuvre de son père. Alors, Louis Beaubien, il a épousé Loretta Stuart, la petite fille de Philippe Aubert de Gaspé, Loretta Stuart qu'on vient de voir à ses côtés. En 1866, Louis va transformer, vous vous souvenez donc au début, la terre de la Côte-Sainte-Catherine dont son père a fait l'acquisition. Il va transformer ce qui était une villégiature en sa résidence familiale sur ce qui est aujourd'hui le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Il a porté plusieurs chapeaux, il a fait du journalisme, il a été un des présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais ses biographes disent, et il a surtout été politicien, sauf que ses biographes disent que sa grande passion toute sa vie, ça a été l'agriculture. Alors, il a donc lui-même exploité 2 fermes, une à la Côte-Sainte-Catherine, donc à Outremont, où il va fonder, je ne peux pas entrer dans les détails, ce qu'il appellera le haras national pour élever des chevaux de race. Et son autre ferme, celle qui touche plus ma conférence, se trouvait au Myland et c'était surtout une ferme laitière. Et il était préoccupé d'améliorer les techniques agricoles au Québec. C'était son sa grande passion. Il pensait que le progrès au Québec passait par l'amélioration des techniques agricoles. Pour cette raison-là, comme politicien, en 1867, il devient député provincial d'Hochelaga. Il a été aussi brièvement député fédéral, mais il a fait l'essentiel de sa carrière au Parlement provincial et il a été jusqu'en 1886, donc pendant près de 20 ans, en plus d'être député, membre du Conseil d'agriculture de la province de Québec. Il a été en 1869 un des fondateurs et aussi vice-président de la Compagnie du chemin à lisse de colonisation du nord de Montréal. Et cette compagnie-là, on va le voir, a joué un rôle clé dans l'existence, la création et le développement du Myland. Parallèlement, en 1875, il est un des principaux fondateurs de la municipalité d'Outremont. Alors, tout le secteur de la Côte-Sainte-Catherine, qui est un secteur rural, était rattaché à ce qu'on appelait à l'époque la paroisse de Montréal. Et en 1875, donc, on s'incorpore et ça devient le village d'Outremont. Et en 1885, Louis Beaubien va fonder la Montreal Park and Island Railway Company, une compagnie de tramway. Ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Je vous ai dit que M. Beaubien était passionné d'agriculture. Une de ses premières interventions dans ce qui est le Myland d'alors, comme dans celui d'aujourd'hui, ça a été de convaincre en 1870 le Conseil provincial d'agriculture de faire l'acquisition de terrains au Myland pour un site permanent destiné à l'exposition agricole provinciale. Une exposition qui a eu lieu à Montréal de 1870 à 1897. Il existait déjà des expositions agricoles à Montréal auparavant, depuis le début du 19e siècle. Elles étaient épisodiques et elles changeaient régulièrement de site. Donc, il convainc ses collègues au Conseil provincial d'agriculture d'acheter des terrains pour en faire le site d'une exposition permanente. Dans la gravure que vous voyez ici, pour vous situer, c'est une gravure de 1881. La frontière ouest des terrains de l'exposition qui se trouve grosso modo ici, si vous suivez ma flèche, c'est aujourd'hui l'avenue du Parc. À peu près au milieu, si vous suivez toujours ma flèche, c'est l'avenue du Mont-Royal. Donc ici, là où il y a une piste de course de chevaux, ça serait aujourd'hui le parc Jeanne-Mance. La frontière est, où vous voyez des voitures ici, c'est aujourd'hui la rue Saint-Urbain. D'ailleurs, notez, il y a aussi, on la voit en haut, au-dessus du médaillon, il y avait une passerelle qui permettait aux visiteurs de l'exposition d'enjamber l'avenue du Mont-Royal pour aller sur les terrains qui, eux, étaient consacrés à l'exposition agricole et aussi à ce qui est devenu une grande exposition industrielle dans ce qu'on appelait le Palais de Cristal, ce
que vous voyez ici dans l'affiche à droite. Alors, cette passerelle-là permettait de se rendre sur les terrains de l'exposition. Et la frontière nord, ça serait grosso modo aujourd'hui boulevard Saint-Joseph, avenue Laurier. Alors, c'est Louis Beaubien qui est d'une certaine façon l'instigateur de cette exposition, non seulement parce qu'il a convaincu le Conseil provincial de l'agriculture d'acheter les terrains, mais aussi parce qu'il a été longtemps un des administrateurs de l'exposition. Alors, le lien, quand je vous disais qu'il était passionné d'agriculture, est là. D'ailleurs, lors des premières éditions, on faisait des démonstrations de la machinerie agricole la plus moderne à sa ferme modèle du Myland. Mais je vous parlais du chemin de fer de colonisation du nord de Montréal. Nous y voici. Et c'est là vraiment que Louis Beaubien a joué le rôle fondamental pour créer le Myland d'aujourd'hui d'une certaine façon. Et pour cela, il s'est associé au curé Labelle, au célèbre curé Labelle, Antoine Labelle. D'ailleurs, on dit, leurs biographes disent qu'ils sont devenus très proches, amis même. Et leur association a pris la forme d'un long combat pour construire ce fameux chemin de fer de colonisation, chemin à lisse au début, disait-on, parce que c'était des lisses de bois avant d'utiliser le fer, mais on s'est vite rendu compte que les lisses de bois avec le climat canadien, ça ne fonctionnait pas vraiment. Alors, ce chemin de fer, il est mieux connu sous le nom de Petit Train du Nord, et c'est la grande œuvre d'Antoine Labelle. D'ailleurs, vous n'avez qu'à penser aux nombreuses éditions des belles histoires des pays d'en haut pour savoir à quoi ça fait référence dans notre histoire collective, autant l'histoire réelle que l'histoire imaginaire qui s'est prolongée dans le roman de Claude-Henri Grignon puis dans les nombreuses séries de télévision. Et pourquoi Louis Beaubien et Antoine Labelle se sont associés? Je vous lis une citation de la Minerve du 10 décembre 1874. C'était une assemblée au Coteau Saint-Louis où l'orateur principal était justement Antoine Labelle. Et voici la citation de l'article. Le vénérable prêtre, infatigable champion du progrès et de la prospérité de son pays, adressa un long discours à l'Assemblée, donc une assemblée au Coteau Saint-Louis. Il faut, j'ouvre une parenthèse, le Coteau Saint-Louis à cette époque-là, ça correspond au village de Côte-Saint-Louis au nord de Montréal et le village de Côte-Saint-Louis en 1874 englobait le Myland. Donc, adressa un long discours à l'Assemblée dans lequel il démontra les avantages que le Myland retirerait de la construction d'un dépôt à l'avenue Mont-Royal et déclara que les habitants du Nord, comme Sainte-Rose, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, Saint-Lin, etc., désirent avoir ce dépôt et veulent y amener tout leur fret. Alors, pourquoi le curé Labelle et Louis Beaubien faisaient autant de propagande, si vous me pardonnez l'expression, en faveur du chemin de fer, c'est qu'un chemin de fer, c'était très coûteux. Et pour construire ce chemin de fer qui allait aller de Montréal jusqu'à très loin dans les Laurentides, le rêve du curé Labelle pour mettre fin à l'exode des paysans canadiens français vers les États-Unis, c'était de développer économiquement le Nord. Et pour lui, la clé du développement économique du Nord, ça passait par la construction d'un chemin de fer. Mais pour vendre le chemin de fer aux Montréalais, parce que le curé Labelle demandait à la ville de Montréal une subvention d'1 million de dollars. Imaginez en 1870-76, 1 million de dollars, c'est une somme gigantesque. Alors, pour convaincre les Montréalais de verser une telle somme, il faisait valoir que le chemin de fer, le Petit Train du Nord, permettrait d'alimenter Montréal en bois de chauffage. Montréal en manquait beaucoup. Et le bois de chauffage, c'était évidemment une des principales ressources naturelles des Laurentides. Et il n'y avait pas que Montréal dans le cas du village de Côte-Saint-Louis. La raison pour laquelle il y a cette assemblée en décembre 1874, c'est pour convaincre le village de Côte-Saint-Louis de verser un subside de 25 000 $ pour la construction du chemin de fer. Mais la construction d'un chemin de fer, ça crée beaucoup de convoitises. À cette époque-là, et c'est vrai du Myland, c'est vrai des Montréalais comme de tout le Québec, le principal sujet qui domine l'actualité politique, c'est la construction des chemins de fer. Non seulement parce qu'on voit que c'est une révolution technologique, on pense que la croissance économique va passer avant tout par les chemins de fer, mais aussi parce que ceux qui possèdent les terrains le long des chemins de fer et encore mieux proches d'une gare sont convaincus que la valeur de leur terrain va croître de façon exponentielle. Alors, la gare du Myland, pardon, j'ai sauté cette diapositive trop vite,
La gare du Myland va faire l'objet d'une controverse politique qui va dominer l'actualité montréalaise pendant presque 5 ans. Parce qu'à l'époque de l'Assemblée du curé Labelle, on promet que la gare va s'installer ici, là où vous voyez la petite flèche rouge dans le bas de la carte, c'est-à-dire à l'intersection d'aujourd'hui Mont-Royal et Henri-Julien. Et la population du village est surtout concentrée ici. Sauf que, comme je vous l'ai montré, depuis près de 25 ans déjà, il y a le noyau institutionnel de l'Église, de l'Institut de Saumuet qui s'est formé ici un peu plus au nord. Je vous rappelle que les terres de la famille Beaubien sont ici. Alors, comme leur terre allait jusqu'à Mont-Royal, que la gare soit là ou là, ça pouvait leur profiter, mais les terres, entre guillemets, vierges, en fait, la ferme laitière de Louis Beaubien, elle se trouve ici. Et là, on est encore en secteur complètement rural. Bref, la gare qu'on promettait ici pour convaincre les élus du village de Côte-Saint-Louis de verser, excusez, je suis encore retourné trop vite en arrière, euh, la gare qu'on promettait ici pour convaincre les élus de Côte-Saint-Louis proches de la population de verser 25 000 elle va en réalité être installée ici. Et les adversaires politiques de Louis Beaubien vont en faire un objet de scandale. Ils vont dire l'arrêt du Myland, qui devait être au cœur du village, est maintenant devenu rendu à l'emplacement de la grange de l'honorable Louis Beaubien. Et tout de suite après qu'on décide d'installer la gare à cet endroit, son père, Pierre Beaubien, va déposer un plan de lotissement des terres de la ferme du Myland. C'est pour ça d'ailleurs sur la carte que c'est indiqué en pointillé, les rues Beaubien qui a changé de nom, la rue Beaubien, vous le savez, maintenant plus au nord, la rue Casgrain de Gaspé, des noms reliés au nom de sa famille, à des membres de sa famille, Maguire, parce qu'on anticipe que tout ce territoire-là va s'urbaniser grâce à la gare qui est ici. Pour finalement arriver à construire la gare, et la famille Beaubien va être une fois de plus accusée par ses ennemis d'avoir joué le rôle clé, il va falloir que le village de Saint-Louis-du-Myland se sépare de Côte-Saint-Louis. Alors, le 9 mars 1878, il y a un deuxième village qui est créé à même Côte-Saint-Louis, qui va justement s'appeler Saint-Louis-du-Myland. La sécession se fait donc en mars 1878. La frontière, c'est justement là, plus ou moins, l'avenue Henri-Julien. Et c'est seulement après que Saint-Louis-du-Myland, donc la partie ouest de Côte-Saint-Louis, s'incorpore au village, que la gare permanente, que vous voyez le premier bâtiment en arrière-plan, va être construite à cet emplacement-là. En toute justice pour Louis Beaubien, parce que ses ennemis politiques ne se sont pas privés de dénoncer le scandale, si vous voyez la courbe, lorsqu'on avait commencé à planifier ce chemin de fer, on disait que le terminus serait ici au Myland. Mais très vite, les promoteurs ont compris que pour que ce chemin de fer-là soit rentable, il fallait que le terminus soit, si vous suivez la flèche, la carte n'est pas là, il fallait que l'arrêt soit au port de Montréal, du côté est. Donc, il fallait que l'arrêt, pour permettre les liens entre la circulation maritime, le trafic maritime et le trafic ferroviaire, il fallait que le terminus ne soit pas au Myland, mais que ce soit plutôt un simple arrêt, et donc que le terminus soit plutôt dans le bas de la ville, là où est le fleuve. Et donc, pour les ingénieurs, parce que vous savez, le plateau Mont-Royal, il y a toute une courbe, pour les ingénieurs, faire un terminus là, ça ne fonctionnait pas de descendre en ligne droite, il fallait contourner le plateau. Alors, il y avait des bonnes raisons objectives et d'ingénierie pour changer l'emplacement de la gare du Myland. Mais à partir du moment où la gare s'installe à l'emplacement de la grange de Louis Beaubien, comme le disaient ses adversaires, on met en œuvre du côté de Louis Beaubien toute une stratégie d'urbanisation de la ferme de Louis Beaubien. Alors, voyez ici un extrait du prix courant, qui est, comme le dit le titre, c'est en 1890, la revue hebdomadaire du commerce, de la finance, de l'industrie, de la propriété foncière et des assurances. Et la publicité de M. Beaubien dit aux manufacturiers, à ceux des fabricants qui fixeront leurs établissements sur ma propriété au Myland, j'accorderai des avantages et je ferai les conditions les plus libérales. Situé site aux limites de la ville, sur la rue Saint-Laurent, approvisionnement d'eau suffisant pour machines, écoles, chemin de fer et tramway des rues à proximité. Alors,
clairement, l'implantation de la gare vise à attirer des industries et on est à l'époque de ce que les urbanistes appellent en anglais le walking city. Donc, la plupart des ouvriers se rendent à pied sur leur lieu de travail et si on attire des industries qui veulent profiter de la présence de la gare, on veut aussi construire les résidences qui vont héberger les ouvriers. Donc, en 1890, la même revue signale qu'un grand nombre de lots à bâtir sont vendus au Myland. Ce sont les lots de la ferme de M. Beaubien qui se vendent activement. Et quand on analyse, je vous montre un petit extrait à droite, les lots. Au début, on est encore dans le prolongement naturel du développement de ce qui est aujourd'hui le plateau Mont-Royal, c'est-à-dire c'est les duplex et les triplex qui remontent d'une façon organique, spontanée, entre guillemets, vers le nord. Alors, Louis Beaubien vend les lots un par un à une foule de petits constructeurs. On n'est pas encore à l'époque des grands développements planifiés, mais ça ne va pas tarder. Et cette nouvelle période, celle des banlieues où les promoteurs font des lotissements à grande échelle, ben, c'est maintenant autour de la troisième génération de mettre ça en œuvre. Alors, la troisième partie, c'est Charles-Philippe et Joseph Beaubien, que je qualifie à la fois d'entrepreneurs et de politiciens. On voit ici sur cette photo qui a été prise le 1er août 1909, les fils de Louis Beaubien. À gauche, Jacques de Gaspé-Beaubien, Louis de Gaspé-Beaubien, Charles-Philippe et Joseph. Je vais surtout me concentrer sur les deux derniers, non pas que Jacques de Gaspé et Louis n'ont pas eu une carrière intéressante, mais c'est avant tout, comme vous le verrez, Charles-Philippe et Joseph qui ont joué le rôle clé dans l'urbanisation d'Outremont et du Myland. Alors, Joseph Beaubien, d'abord à gauche, est devenu échevin du quartier sud d'Outremont en 1899. Il a été élu maire d'Outremont en 1910 et c'est remarquable. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé avec la statue qui lui est dédiée au parc Beaubien. Il a gardé presque 40 ans le poste de maire. Alors, l'Outremont contemporain, la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, un arrondissement maintenant, c'est largement lui qu'on la doit. Son frère Charles-Philippe, d'une certaine façon, s'est plus concentré sur le Myland. En 1893, je vais l'expliquer tout à l'heure, il a organisé la fusion entre une compagnie de tramway qui s'appelait la Corriveau-Williams et la Montreal Park and Island Railway. En 1898, il a été nommé avocat de la ville d'Outremont, mais surtout pendant la même période, c'est lui qui représentait les intérêts de son père Louis dans les nombreuses querelles du Myland. Alors que son frère a fait toute sa carrière comme maire, lui est devenu sénateur conservateur à Ottawa plus tard, en 1915. Le tramway, c'est un peu ça qui a été la prochaine étape après le train qui a conduit à la création des premières banlieues, la première ceinture de banlieue de Montréal. Et ce que vous voyez ici sur la photo, c'est le voyage inaugural du circuit Outremont and Cemeteries, c'était écrit en anglais, Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce, de la compagnie, vous voyez ici, Montreal Park and Island Railway Company. Et si vous voyez ici, j'ai fait un agrandissement, l'homme avec le chapeau haute forme, c'est Louis Beaubien. Pourquoi Louis Beaubien occupe la place d'honneur? Il est le président fondateur de cette compagnie. Louis Beaubien, d'ailleurs, au moment où la photo est prise, le tramway, lors du voyage inaugural, fait un arrêt devant le haras national, devant donc la résidence des Beaubien sur la côte Sainte-Catherine pour honorer le président fondateur. Alors, ce voyage inaugural, c'est en fait celui de la deuxième ligne de la compagnie, parce que le premier circuit avait été inauguré quelques mois auparavant. C'était le circuit Craig Street, Myland et Sault-au-Récollet qui avait été inauguré quelques mois auparavant. Donc, la compagnie dont Louis Beaubien est le président et dont ses deux fils vont aussi s'occuper, surtout Charles, a déjà en 1894 deux lignes de tramway, mais qui chacune correspondent à des projets fort différents. Commençons donc par celle-ci, celle qui longe ce qui est aujourd'hui le boulevard Saint-Laurent. Une des raisons d'être de cette ligne-là, ben, c'est de permettre aux Montréalais d'avoir accès à un nouveau stade, celui des Shamrocks,
qui hébergeait l'équipe irlandaise de crosse. C'est une photo de 1908 prise à partir des tribunes. Le stade des Shamrocks, à cette époque-là, vous le savez sans doute, la crosse était de loin le sport le plus populaire au Canada avant d'être détrôné par le baseball et le hockey. Vous voyez derrière la foule. Et pourtant, l'équipe irlandaise se trouve très loin de son quartier d'origine parce que c'est Pointe-Saint-Charles, beaucoup plus au sud. Mais on décide d'ouvrir un stade tout neuf. Il y a plusieurs promoteurs, donc un grand promoteur irlandais, James Baxter, qui a été impliqué dans des scandales, mais qui à cette époque-là était un des principaux notables irlandais, qui a racheté les terres de Louis Beaubien pour ouvrir le stade. Et donc, pour amener les partisans des Shamrocks très, très loin de leur quartier d'origine, le tramway était évidemment un lien indispensable. Le stade des Shamrocks, en passant, a disparu en 1930. Aujourd'hui, c'est l'emplacement du marché Jean Talon. Mais la raison principale, c'est de créer les nouvelles banlieues. C'est pour ça que le tramway, et c'est vrai de Montréal comme de toutes les principales villes en Amérique du Nord, à partir de 1890, après le train, qui permet de créer des banlieues, mais le train est considéré comme un moyen de transport qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, alors que le tramway est considéré, les frais sont moins élevés, créer des lignes de tramway électriques. Donc, le tramway permet une révolution qui crée les banlieues, c'est-à-dire on peut, et c'est comme ça que les promoteurs vont vendre les nouvelles banlieues, on peut maintenant séparer l'espace où l'on travaille et l'espace où on réside. Grâce au tramway, et les publicités sont éloquentes, le père de famille peut aller travailler en ville pendant que son épouse et ses enfants vivent dans un environnement enchanteur. Alors, Ville-Saint-Louis, c'est le village de Saint-Louis-du-Mylen est typique des premières banlieues de tramway créées à partir des années 1890, puisque le petit village de Saint-Louis-du-Mylen, fondé en 1878, va devenir une ville. En 1895, Saint-Louis-du-Mylen devient donc Ville-Saint-Louis. Et grâce au tramway électrique, les élus municipaux, vous le voyez avec la photo et la publicité, vont mettre en valeur le caractère particulier, parce que Ville-Saint-Louis, il faut le savoir, avant d'être annexé par Montréal en 1910, la croissance est exponentielle. Ça devient la troisième banlieue la plus peuplée, la troisième ville la plus peuplée au Québec avant d'être annexé. Alors, je vous lis juste un petit extrait de comment Ville-Saint-Louis essaie de vendre sa banlieue aux résidents qu'elle veut attirer. À l'ouest de la rue Clark, du sud au nord, aucun commerce n'est toléré. Pas de brouhaha, d'étalage, mais la tranquillité. Presque une villégiature au centre de la ville. Alors, on veut vraiment vendre la banlieue verte. Mais on veut aussi vendre en même temps un autre type de banlieue. Regardez ici. Il s'y trouve des loyers bon marché, des maisons confortables. De nombreuses manufactures donnent de l'ouvrage continuellement à plusieurs milliers d'ouvriers. Saint-Louis est une ville d'avenir et à ce point de vue, elle offre de grands avantages pour tous les placements immobiliers. En fait, on veut vendre deux banlieues à l'intérieur de la même ville. À l'ouest de Saint-Laurent, donc adjacent au Mylen, il y a des promoteurs qui ont développé un projet qui se nomme Montréal Annexe et qui veulent vraiment faire une banlieue haut de gamme, alors que du côté Est, dans la foulée de la stratégie mise sur pied par la famille Beaubien, on parle beaucoup plus d'un quartier ouvrier. Sauf que ça finit par créer des tensions politiques importantes qui vont dominer complètement et endetter Ville-Saint-Louis jusqu'à l'annexion, parce que les représentants de la banlieue ouest, celle qui se veut un quartier haut de gamme, M. Neville ici, puis M. Bérubé ici, et le maire Gélina, sont minoritaires au conseil. Alors que ceux qui se disent les amis des ouvriers, dirigés par Napoléon Turcot, qu'on voit ici, qui va battre Gélina et devenir le maire, eux veulent plutôt utiliser le développement de la ville Saint-Louis pour profiter des nombreux contrats d'infrastructure. Quand on crée une ville de toutes pièces, pensez-y, électricité, eau courante, rue, ben, c'est comme ça qu'ils construisent leur pouvoir politique en s'assurant que ce sont leurs partisans qui obtiennent les contrats. Alors, ça va créer des conflits politiques terribles qui vont déchirer Ville-Saint-Louis, qui vont l'endetter considérablement. La famille Beaubien est au cœur de tous ces conflits-là, mais elle a, au fil des ans, et je dois le mentionner, un gros problème à régler. Vous vous souvenez,
quand Louis Beaubien acquiert la terre des Carrières, je vous avais dit que tout le territoire est littéralement un fromage gruyère. Alors, si on revient aux photos que je vous montrais tout à l'heure, vous voyez ici l'église Saint-Enfant-de-Jésus, vous voyez ici l'institution des Sourds-Muets, le couvent des Sœurs de la Providence qui se trouverait ici n'existe pas encore. Ici, c'est le parc La Haye. Et vous voyez que dans cette carte de 1869, donc aussi tard que presque 20 ans après 20 ans en fait après l'achat par Pierre Beaubien, tout ce qui est ici recouvert d'eau, ici c'est même indiqué Quarry, puis on ne les voit pas parce que la carte se poursuit encore plus au nord. Il y a encore des carrières partout. Comment rentabiliser, comment régler le problème de ces immenses trous? Ben, ça va prendre facilement presque plus de 40 ans pour que ça se règle. Et vous voyez que cette lettre du 24 octobre 1908 sur le papier en tête de Louis Beaubien, mais elle est signée par son fils Joseph. C'est une lettre qui est adressée au secrétaire trésorier de Ville-Saint-Louis. Je vous la résume. La lettre dit que la famille donne la permission aux responsables des vidanges de Ville-Saint-Louis, donc aux responsables des ordures, d'utiliser des cavités de la propriété de M. Beaubien pour déposer les ordures. Alors, les endroits sont énumérés, mais il s'agit essentiellement du secteur aux environs de la gare, l'actuel secteur industriel. Et cette permission est sujette toutefois à la condition expresse que la ville recouvrira de terre les vidanges ainsi déposées, laissera le terrain propre, le tout à la satisfaction du bureau de santé municipal et provincial et tiendra l'honorable M. Beaubien excusez-moi, je me rapproche, indemne de tous les troubles et dommages qui pourraient résulter du fait que de tels vidanges aient été déposés à un tel endroit. Alors, pourquoi la famille Beaubien fait ça? Ben, voici la réponse. C'est qu'une fois les carrières exploitées, il reste ces immenses cavités. Les ordures sont donc, pendant des années, on transforme les carrières en dépôts d'ordures, en dépotoirs. Ça permet de les combler. Et une fois que c'est nivelé, on peut lotir l'ancienne carrière devenue dépotoir et on peut donc créer les terrains propices à de nouvelles industries. Alors, vous voyez cette publicité de 1904, une fois que plusieurs des carrières ont été nivelées. Demande extraordinaire. Les loyers sont en grande demande dans la ville Saint-Louis. Le grand nombre d'ouvriers qui sont et seront employés dans les grandes manufactures construites et en construction demandent à grands cris au moins 500 logis pour le 1er mai prochain. Avis aux constructeurs, spéculateurs, constructeurs, à voir sans délai M. Hurtaud sur la propriété Beaubien, coin des rues Saint-Laurent et avenue du Dépôt, ainsi de suite, le dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est construit sur les anciennes carrières? Ben, voici quelques exemples. La manufacture PEC au coin de Saint-Laurent et Saint-Viateur. Aujourd'hui, ça abrite les bureaux de la multinationale Ubisoft, mais ça a été pendant longtemps le principal employeur du Myland. Cette grande manufacture de vêtements a aussi contribué à faire du Myland un quartier multiethnique parce que ceux qui y travaillaient étaient des immigrants italiens, juifs et ainsi de suite. On voit adjacent la manufacture de Piano Craig, justement l'emplacement d'une ancienne carrière. Et la famille Beaubien, je vous parlais surtout de deux frères, mais Louis de Gaspé a joué un rôle parce que ce que vous voyez ici, le moulin, la meunerie Beaubien à Saint-Louis-du-Myland, ben, on voit une photo ici en bas. Ça se trouvait sur l'avenue Laurier à la hauteur d'Hôtel de Ville. À ce moment-là, c'est plus la Beaubien Produce and Milling, c'est devenu la Canada Line, mais comme vous pouvez voir, l'immeuble n'a pas changé. Alors, Louis de Gaspé-Beaubien, avant de devenir un financier important, la maison L'évêque Beaubien, dont il a été le fondateur, et la Bourse de Montréal, s'est lancé en affaires en créant cette compagnie qui avait donc un de ses entrepôts, Myland, à l'emplacement Est. L'ouverture du tunnel de la rue Saint-Laurent en 1911 va accélérer le phénomène et va permettre d'ouvrir le nord du Myland à la propriété des Beaubien. Un exemple d'une des grandes usines qui va s'installer juste au nord donc du chemin de fer, c'est la Brandram Anderson, une manufacture, une compagnie britannique qui faisait de la peinture au plomb. Donc, ça va permettre aux Beaubien en l'espace de quelques années. Il faut aussi savoir qu'au début du 20e siècle, la croissance de Montréal est extraordinaire, de
transformé toute leur terre jusqu'aux environs de la rue Jean-Talon et de la rue Beaubien en lots à bâtir. Alors, deux exemples de publicité de 1911. C'est prodigieux ce qu'il s'est fait d'argent dans les spéculations sur les lots à bâtir, surtout dans le nord de Montréal, mais nulle part autant que dans le quartier Laurier. Quartier Laurier, c'est le nom qu'on a donné à Ville-Saint-Louis après l'annexion par Montréal en 1910, entre Saint-Laurent et Saint-Denis. La propriété Beaubien est un exemple frappant, jugez-en. Et là, on donne les prix. Mais ça, c'est une publicité du Devoir, publicité semblable au même moment dans La Patrie. Rien n'y manque pour construire également. Donc, en même temps, Joseph Beaubien, souvenez-vous, est devenu maire en 1910. La famille vend un tout autre environnement à Outremont, adjacent. Et ce tout autre environnement, ben, c'est Outremont. Alors, deux publicités contemporaines. D'un côté, on veut développer un quartier ouvrier du côté de ce qui était le Myland, et de l'autre, adjacent, Outremont, la petite cité de résidence privée, un charmant chez-soi. Outremont, la banlieue la plus charmante de Montréal, un endroit rempli de belles maisons, de pelouses, terrasses et d'arbres à ombrage. D'ailleurs, je ne résiste pas à lire un des petits encadrés. Outremont, air pur, paysage qui surpasse les montagnes Laurentides, rue propre, belle avenue avec gazon et arbres donnant de l'ombrage. Vous voyez la une de la presse du 15 juillet 1911, les progrès merveilleux que fait la pittoresque petite ville d'Outremont. En l'espace de 2 années, sa population augmente de la moitié. Durant la même période, les terrains ont doublé de valeur. Les règlements touchant la construction sont les meilleurs de l'île de Montréal. Les travaux que fait exécuter le conseil municipal représentent une dépense de 200 000 $, l'enfouissement des fils sous terre. Alors, il y a vraiment une volonté et ça s'incarne dans le premier parc public d'Outremont, le parc Outremont, dans cette belle carte postale colorée d'environ 1913, de faire d'Outremont la banlieue paisible et attrayante, une banlieue destinée non, aux classes moyennes, mais aussi à la bourgeoisie qui quitte la grande bourgeoisie canadienne-française au début du 20e siècle et plus au sud. Pensez à la rue Saint-Hubert, la rue Saint-Denis, la rue Sherbrooke dans les environs du carré Saint-Louis, mais avec l'urbanisation croissante, il y a, à partir de 1910 jusqu'aux années 1920, un mouvement généralisé vers Outremont. Et le parc Outremont, qui est le premier parc, ben justement, est aménagé dans ce qui était un ancien marécage et ça permet le développement de tout ce secteur-là d'Outremont. En passant, si vous êtes curieux, ce que vous voyez ici, c'est la première église avant qu'on construise la nouvelle sur Laurier Saint-Viateur, qui se trouvait justement à l'époque adjacente au parc Outremont, qui était une église anglicane avant de devenir une église catholique. On peut dire donc qu'à partir de 1910, la famille Beaubien quitte le Myland pour s'impliquer avant tout à Outremont, mais ils ont quand même appris de leurs longues années d'implication dans l'urbanisation du Myland un certain nombre de choses. Au Myland, les tensions ont été nombreuses. On a même parlé pendant longtemps du clan Beaubien, qui était un clan associé à l'élite, au quartier ouest, et leurs adversaires politiques sont devenus majoritaires au conseil municipal de Ville-Saint-Louis. Le maire Turcot s'intitulait lui-même l'ami des ouvriers et il n'hésitait pas à utiliser le populisme pour combattre ceux qu'il appelait les complices du clan Beaubien. À Outremont, je vais d'ailleurs revenir en arrière une seconde avant de vous parler de la brasserie Frontenac. Je suis vers la fin de la conférence. À Outremont, la famille va adopter une autre stratégie, c'est-à-dire que Outremont avait aussi, comme Ville-Saint-Louis, comme Saint-Louis-du-Myland, un quartier ouvrier. Ceux qui connaissent Outremont le savent, le Canadien Pacifique avait jusqu'à il y a quelques années une importante cour de triage au nord d'Outremont. Et donc, tout le secteur, grosso modo, au nord de l'avenue Bernard, était un secteur populaire, un secteur ouvrier. La grande différence avec Ville-Saint-Louis, c'est qu'alors que les échevins qui se disaient amis des ouvriers sont devenus majoritaires au conseil municipal, ça n'a jamais été le cas à Outremont. Outremont était divisé en 3 quartiers, le quartier sud, le quartier ouest et le quartier nord. Et les élus
des quartiers ouest et sud avait donc plus de représentants, 3 échevins par quartier, que le quartier nord. Or, le quartier nord avait presque le double d'habitants. Donc, il y a eu tout un mouvement en 1910 notamment pour séparer le quartier nord d'Outremont en deux, pour faire en sorte qu'ils aient une représentation à tout le moins équivalente à ceux des quartiers ouest et sud, donc les quartiers où la plus haute bourgeoisie était concentrée. Mais ça n'a jamais fonctionné, de sorte qu'à Outremont, à la différence du Myland, les élus, Joseph Beaubien avant tout et ses partisans des quartiers ouest et sud ont toujours eu le contrôle de l'hôtel de ville, même s'ils représentaient une population moins nombreuse que le quartier nord. Si ça vous intéresse, on pourrait y revenir dans la discussion parce qu'il y a plusieurs nuances. Le quartier nord n'était pas qu'un quartier populaire. Il recoupait en fait 2 sous-quartiers, mais ça, je vous fais grâce de ça. On pourrait y revenir pendant la discussion. La famille Beaubien, je termine avec quelques mentions, n'a pas complètement quitté le Myland puisqu'en 1913, elle ouvre la brasserie Frontenac, dont Joseph Beaubien a été le président fondateur. Et cette brasserie-là, qui était adjacente à la gare du Myland, vous voyez la gare ici, vous voyez l'édifice là, faisait toute sa publicité en disant qu'elle était la première brasserie canadienne-française à Montréal. Certains peuvent s'étonner que Joseph Beaubien a été le fondateur d'une brasserie, la brasserie Frontenac, parce qu'à Outremont, Joseph Beaubien, et en ça, il reflétait le point de vue de la majorité anglophone d'Outremont. Outremont est devenu majoritairement francophone plus tard, qui était très opposé à l'alcoolisme. Et donc, Joseph Beaubien, pendant toute sa carrière comme maire, s'est opposé à la vente d'alcool et au débit de boissons dans sa ville. Et pourtant, il a fondé une brasserie. Alors, je vais le citer. Le meilleur moyen de combattre l'alcoolisme, ce terrible fléau qui ravage nos villes ou nos campagnes, c'est d'offrir à nos populations une bière saine, nutritive, qui renforce au lieu de détruire. Donc, la bière comme alternative au fort, si vous voulez. La brasserie Frontenac, malheureusement, a disparu en 1925 à la suite d'une ruineuse guerre de prix. Elle a été rachetée par le National Breweries. Il y a quand même un Beaubien qui a continué à y jouer un rôle important. Vous voyez ici Pierre Beaubien, un des fils de Joseph, est resté à la brasserie comme directeur de la publicité parce que le National Breweries a gardé la marque Frontenac pour le marché francophone. Et Pierre Beaubien a été quelqu'un de très créatif pendant les longues années où il était directeur de la publicité parce qu'il a créé la fanfare de la brasserie Frontenac, comme on le voit ici dans cette photo de la presse, qui diffusait tous les samedis un grand concert sur le poste de radio CKC, qui était le plus important poste de radio à cette époque-là, qui appartenait au journal La Presse. Et donc, les concerts de la brasserie Frontenac, le studio avait été installé dans la brasserie, était organisé par Pierre Beaubien. Vous voyez ici une publicité de la Lyre. Alors, pendant de longues années, pour les résidents du quartier Laurier, de ce qui est aujourd'hui la Petite Patrie, le samedi, on se rendait à la brasserie Beaubien pour écouter les concerts de la brasserie Frontenac qui étaient simultanément, la brasserie Frontenac, la brasserie Beaubien, excusez le lapsus, qui étaient simultanément diffusés sur CKC. Malheureusement, la brasserie Frontenac n'existe plus. C'était, comme vous le voyez, un superbe édifice, mais il a été démoli en 1972. Il était abandonné à ce moment-là, dans la foulée de la construction du viaduc Rosemont-Van Horn. Je dois aussi mentionner une autre contribution importante de la famille Beaubien à une institution qui a joué un rôle crucial dans l'histoire du Myland, le Patro Le Prévost. Le Patro Le Prévost qui existe toujours, mais qui n'est plus au Myland, qui a déménagé maintenant à Villeray. C'est longtemps trouvé rue Saint-Dominique, adjacent à la gare, juste au sud de la rue Bernard. Vous voyez ici à gauche, le Patro, qui était une œuvre des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, ça donnait des loisirs, du sport aux enfants pour leur donner une bonne morale. Donc, le quartier S, quartier défavorisé, quartier ouvrier. Et vous voyez ici la villégiature de la famille Beaubien à Nomineng. Donc, Louis Beaubien fait don de terrain à Nomineng pour que le Patro puisse y avoir une colonie de vacances destinée aux enfants du Patro. Je veux aussi mentionner une autre présence qui a duré pendant de longues années de la famille Beaubien au Myland, c'est la Beaubien électrique. C'était sur l'avenue du Parc, juste au nord de l'avenue Fairmount, et les anciens du Myland se souviennent de la Beaubien électrique qui a longtemps eu pignon sur rue.
Philippe Beaubien, sauf erreur, un autre fils de Joseph. Donc, même après 1910, quand la famille se concentre sur le développement d'Outremont, avec la brasserie Frontenac, avec la Philippe Beaubien électrique et avec le soutien au patrouille Le Prévost, la famille continue de jouer un rôle au Mylan. C'est en dehors du Mylan, mais je pense que je m'en serais voulu de ne pas mentionner aussi le rôle de Justine Lacoste-Beaubien, l'épouse de Louis de Gaspé, qui a été la fondatrice avec Irma Levasseur de l'hôpital pour Sainte-Justine. L'hôpital Sainte-Justine, avant de déménager, se trouvait sur la rue Saint-Denis, juste au nord du Mylan historique. Mais, évidemment, la famille Beaubien était et est encore une des plus importantes familles de la grande bourgeoisie canadienne-française, mais elle a aussi joué un rôle philanthropique incontournable. Puis je pense que l'hôpital Sainte-Justine est un des meilleurs exemples de ça. Et voici toute la famille réunie en 1914 dans les jardins de la résidence d'Outremont. On voit Louis Beaubien qui va décéder quelques mois plus tard ici au centre avec son épouse et tous les enfants et petits-enfants sont réunis. Cette résidence qui n'existe plus, je boucle la boucle parce que c'est aujourd'hui le parc Beaubien, là où j'ai commencé la conférence avec la statue de Louis, du fils de Louis Beaubien, le maire, Joseph. Et c'est donc le temps de faire des remerciements. D'abord à Raymond Perrault, qui est un arrière-petit-fils de Joseph Beaubien, et Stuart Taylor, qui lui est un arrière-petit-fils de Charles-Philippe. Sans leur aide pour démêler, entre autres, la généalogie compliquée de la famille Beaubien. Dans le cas de Raymond, j'aurais pu parler de son grand-père Perrault, qui était allié par mariage à la famille Beaubien, mais qui a été aussi un des principaux architectes d'Outremont. Donc, Raymond et Stuart m'ont beaucoup aidé dans mes recherches. Du côté de la Société d'histoire Justin Bure, de Mémoire du Mylan et de la Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal, Jean-Claude Robert, l'historien très connu de l'UQAM, puis Bernard Vallée ont été des contributeurs pour la recherche. Puis je voudrais en terminant dédier la conférence à Greta Chambers. Greta Chambers est l'arrière-petite-fille de Loretta. Et j'ai été très touché lorsque j'ai donné la première fois cette conférence en 2015, puisqu'elle était là. Et donc, elle était venue me parler après ma conférence pour me dire que toute petite, elle avait 6 ans, 7 ans, elle n'était pas certaine. Elle se souvenait de jouer avec son arrière-grand-mère Loretta dans les jardins de la résidence à Outremont, dans le parc Beaubien. Et elle m'a dit, tout ému, les souvenirs que ça lui avait rappelé de Loretta et de Louis. Et j'ai été très ému moi-même quand Greta Chambers m'a raconté ça, parce que d'une certaine façon, il y avait une continuité qui était créée avec moi qui essayais de rappeler le rôle un peu oublié des Beaubien au Mylan. Puis Madame Chambers, qui comme moi était journaliste, qui est venue me dire à quel point elle avait été touchée, puis me dire le souvenir que ça lui avait rappelé de son arrière-grand-mère. Donc, c'est pour ça que je dis cette conférence à sa mémoire et que je vous remercie tous et toutes. Merci beaucoup, Yves. Oh mon Dieu, que c'était intéressant. Je vais commencer à relayer les premières questions qu'il y a eu dans l'onglet de chat. Tout d'abord, en fait, il y avait une question de Ange Pasquini qui demandait, c'était juste une précision sur la rue des Tanneries, c'est devenu l'avenue Mont-Royal? Oui, ben, c'est-à-dire le chemin des tanneries, c'est d'une certaine façon le premier chemin qui permet de relier la tannerie de la famille Bellaire dès le 18e siècle au chemin Saint-Laurent. Alors, les Bellaire s'installent parce qu'il y avait un ruisseau à cet endroit-là, ce qui est aujourd'hui, grosso modo, Mont-Royal et Henri-Julien, pour profiter du ruisseau, parce que la tannerie, ça demande beaucoup d'eau. Et on ouvre un chemin qu'on appelle chemin des tanneries pour brancher d'une certaine façon la tannerie au chemin Saint-Laurent. Et c'est plus ou moins aujourd'hui l'avenue du Mont-Royal jusqu'au boulevard Saint-Laurent. Super. Ensuite, une question de Patrice qui demande, est-ce que la gare existe toujours? Je certifie que non, mais peut-être malheureusement. de détails. Ouais, en fait, la gare du Mylan qu'on doit à Louis Beaubien et au curé Labelle
Pour nous, c'est un édifice patrimonial disparu. Quand je vous ai montré le magnifique édifice de la brasserie Frontenac qui était adjacent à la gare, les deux, autant la gare que la brasserie, ont été emportés par la construction entre 1970 et 1972 de ce qui existe toujours, c'est-à-dire le viaduc Rosemont-Van Horn. Alors, la construction du viaduc à une époque où on voulait avant tout rendre la circulation automobile plus fluide, a entraîné la démolition et de la gare et de l'immeuble qui était celui de la brasserie Frontenac. Dans les deux cas, la brasserie avait été, je vous l'ai dit, la famille Beaubien a vendu la brasserie en 1925. La National Brewery a gardé longtemps la marque Frontenac pour le marché francophone. Mais en 1970, Carling O'Keefe, qui était le propriétaire à ce moment-là, utilise l'édifice uniquement comme entrepôt. Les activités de brasserie ont été centralisées ailleurs. Donc, l'édifice est plus ou moins abandonné et se faire exproprier par la ville de Montréal, je pense qu'ils étaient plutôt contents. Donc, ce n'était pas pour eux une grosse perte. Même chose, le propriétaire de la gare du Mylène, le Canadien Pacifique, a cessé d'utiliser la gare du Mylène comme gare pour les passagers vers 1930 parce qu'à ce moment-là, ils ont ouvert ce qui est la gare Jean Talon. Celle-là existe toujours. Vous savez, c'est au bout de l'avenue du Parc et de la rue Jean Talon, un édifice d'ailleurs remarquable. Donc, quand on déplace la gare de passagers à la gare Jean Talon, la gare du Mylène est désaffectée. Elle est louée par le Canadien Pacifique à un certain nombre d'entreprises. Et en 1970, quand la ville de Montréal exproprie la gare pour la démolir, le Canadien Pacifique, lui aussi, ne doit pas être mécontent parce qu'en étant exproprié, ça leur permet de se débarrasser d'un actif qui est très peu utilisé. Et il faut bien le dire, les édifices de grande valeur patrimoniale, parce que la gare du Mylène de M. Beaubien, le Mylène tel qu'on le connaît aujourd'hui au nord, la petite patrie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'aurait pas la physionomie d'aujourd'hui sans l'existence de cette gare. Nous, à Mémoire du Mylène, on aimerait bien qu'il y ait un rappel historique de cette gare-là. Ça fait des années qu'on essaie de sensibiliser l'arrondissement du Plateau à l'importance de ce site. Et d'ailleurs, je termine là-dessus. On a obtenu, il y a quelques mois, une subvention de la Ville de Montréal pour recréer virtuellement la gare du Mylène. Donc, à défaut d'une gare physique, on va pouvoir faire une modélisation 3D. Les plus jeunes connaissent ça. Donc, à tout le moins sur l'Internet, on va pouvoir, d'ici quelques mois, recréer ce qui était la gare du Mylène de Louis Beaubien. Bon, je vais céder tout de suite la parole à la Fondation de Gaspé-Beaubien. Mon nom est Philippe de Gaspé-Beaubien et j'ai très touché de cette présentation. J'ai été le maire de l'Expo et je ne savais pas qu'avant moi, un de mes en-têtes avait une exposition également, une expo à Montréal du point de vue agriculture. C'est formidable. J'apprécie beaucoup et j'étais propriétaire de CKC un peu plus tard et la famille continue de jouer un rôle important. Je suis de la 13e génération de la famille de Gaspé-Beaubien et je retrouve que la culture et les valeurs de notre famille perdurent de plus de 400 ans à Montréal. Et c'est réconfortant de voir qu'un historien a pu prendre un peu de temps pour interpréter une des initiatives de la famille qui est la fondation de la ville d'Outremont, qui est un élément important. Mais je me souviens aussi que Pierre Beaubien s'appelait Pierre Trottier, dit Beaubien, parce que le nom Beaubien était Trottier autrefois. Et je pense que nous avons décidé d'écrire les 6 clans de la famille de Gaspé-Beaubien, dont Hélène André-Bizier est l'historienne, et on va produire bientôt les 6 clans de la famille qui vont couvrir les 400 ans de la famille au Canada français. Mais ça me fait grand plaisir du travail qui a été fait et je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup, M. Beaubien. Venant de vous, je suis très touché.
J'ai très hâte j'avais entendu parler du livre de Madame Bivier. J'ai très hâte qu'il soit publié et je serais très honoré si je pouvais avoir une dédicace de Madame Avec Bivier plaisir, et de avec vous. plaisir. Merci encore. Merci vraiment beaucoup. C'est vraiment touchant. Ensuite, une petite question rapide sur la brasserie Frontenac dont on a beaucoup parlé. Est-ce qu'on connaît son architecte? Question de Yves. Bonne Un autre Yves. question. Je n'ai pas retrouvé l'information. L'édifice est remarquable. Je ne sais pas si M. de Gaspé-Beaubien aurait la réponse, mais moi, je n'ai pas pu retrouver le nom de l'architecte parce que c'est quand même un édifice assez remarquable. Alors, si M. de Gaspé-Beaubien nous écoute, peut-être lui saurait. C'est-tu l'architecte de la brasserie? Non, je ne sais pas le nom de l'architecte. Jean-Julien Perrault était l'architecte de notre famille. Oui. Alors, Jean-Julien, si j'avais eu plus de temps, j'aurais aimé en parler parce que Raymond Perrault, qui a vraiment joué un rôle clé dans mes recherches, est son petit-fils. Et Jean-Julien vient d'une grande dynastie d'architectes québécois, les Perrault. Et donc, Jean-Julien, qui était le grand-père de Raymond, qui maintenant travaille en Californie, a été au cœur en tant qu'architecte du développement d'Outremont. On lui doit de nombreuses résidences, plusieurs édifices. Les architectes contemporains qui étudient l'architecture montréalaise, en général, je pense ceux qui connaissent Outremont connaissent Ludger Beauregard, mais surtout Pierre-Luc Bisson, qui ont fait un travail pionnier sur le patrimoine d'Outremont. Et le regretté Pierre-Luc Bisson, c'est Ludger qui était le fondateur de la Société d'histoire d'Outremont. Pierre-Luc Bisson est le premier à dire que l'héritage architectural de Jean-Julien Perrault est absolument exceptionnel. Il faut souligner que son père, Joseph Perrault, qui était aussi architecte, a joué un rôle important au Myland. Donc, la famille Perrault est une autre dynastie puisque le père de Jean-Julien a conçu la plupart des édifices industriels du Myland que je vous montrais plus tôt, l'édifice Peck, la manufacture de pianos, etc. Donc, sur les terres des Beaubiens, dans le secteur industriel du Myland, c'est le père de Jean-Julien, Joseph, lui aussi architecte, qui a conçu la plupart des grands édifices industriels du Myland. Merci. Ensuite, toujours une question de Yves. Pourquoi la maison Beaubien qui a fait place au parc, finalement, a été démolie? Est-ce que c'était... Là encore, Philippe pourra compléter, mais lorsque Joseph décède, la résidence, qui était en fait la résidence de plusieurs membres de la famille Beaubien, au départ, elle a été agrandie par Louis Beaubien. C'est son fils Joseph qui l'habite après. C'est sa veuve qui va y vivre après le décès de Joseph. Mais finalement, la résidence, la maison devient beaucoup trop grande. Alors, on décide du côté de la famille Beaubien d'en faire de la vendre et d'en faire don à la ville d'Outremont en échange de ce qu'elle devienne un parc. Il y a eu plusieurs projets. À un moment donné, Outremont a envisagé de construire un nouveau centre municipal là, mais pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas fonctionné. Alors finalement, la résidence a été démolie aux environs de 1959-1960 pour permettre d'aménager ce qui est aujourd'hui le parc Beaubien, un des beaux parcs d'Outremont. D'ailleurs, une des caractéristiques d'Outremont, c'est le nombre de parcs. Alors, d'une certaine façon, l'héritage des Beaubien, même si la résidence n'existe plus, se poursuit dans le parc Beaubien, qui est avec son terrain de jeu, qui est un des plus populaires auprès des enfants d'Outremont. Super. Une question de François. En fait, on dirait que dans un certain moment dans la généalogie, il y a le patronyme de Gaspé qui est apparu dans les noms. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est un mariage ou... Je peux parler. Je vais laisser M. de Gaspé répondre. Notre nom, originalement, était les Trottiers. Les Trottiers dit Beaubien. Et Jules Trottier est venu au Québec en 1646 et était le début de toute une lignée
de Trottier, qui a terminé avec Pierre, le docteur Pierre Trottier dit Beaubien, dont vous avez très éloquemment décrit la carrière. Mais la famille avait également une autre branche. C'était les de Gaspé. Les de Gaspé qui relevaient de Charles Aubert de Lachenay, qui est venu au Québec en 1650. Il était le premier millionnaire en Amérique. C'était un entrepreneur absolument extraordinaire. Et de lui, Charles Aubert de Lachenay a été le grand-père de Philippe Aubert de Gaspé, le seigneur de Saint-Jean-Port-Joli et l'auteur des Anciens Canadiens. Une personne qu'on ne décrit pas beaucoup, c'est Sir Andrew Stuart, un Écossais, qui a marié mon arrière-grand-mère, qui était la fille de ce qu'on a appelé ma mère. Ma mère était la femme de Louis de Gaspé-Beaubien. Elle était une grande seigneuresse à Outremont. Et elle a joué un rôle important. Donc, la famille a eu une source des Stuarts, une source des de Gaspé et une source des Trottier. Et c'est tout venu ensemble à cause du mariage de Louis de Gaspé-Beaubien, qu'on appelait l'honorable Louis Beaubien, qui a marié la petite fille de Philippe Aubert de Gaspé, la fille de Sir Andrew Stuart. C'est très compliqué, mais je suis très heureux de vous expliquer ça en plus grand détail si vous voulez. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une question, on va sortir un peu de la thématique généalogique. On a une question de Manon et André sur tous les ruisseaux, en fait, qu'on voit sur toutes les cartes. Est-ce qu'il y en a, ils sont disparus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils sont devenus ils ont été canalisés? Ils ont été asséchés? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a un regain d'intérêt pour les ruisseaux disparus de Montréal depuis quelques années. Si vous faites une recherche sur le web, j'ai oublié le titre, mais il y a quelqu'un qui s'est spécialisé dans reconstituer le tracé des ruisseaux. Loin d'être un spécialiste des ruisseaux, celui dont je peux vous parler, parce qu'il est au cœur lui aussi d'Outremont et du Mylène, c'est le torrent d'Outremont. Quand on est au Mylène, on l'appelait le torrent d'Outremont, mais quand on est à Outremont, on l'appelait le ruisseau du Mylène, et oui, il en subsiste des traces. Alors, ce ruisseau-là prend sa source, et on peut encore la voir dans le cimetière du Mont-Royal, c'est-à-dire le cimetière adjacent, celui de la Côte-des-Neiges, le cimetière protestant. Si vous vous rendez au cimetière du Mont-Royal, vous allez voir la source. Elle est toujours ouverte, et elle est juste après l'entrée principale à gauche. Après, si vous suivez son cours, il y a quelques endroits à Outremont où on peut voir, on peut voir le ruisseau près de Maplewood. Et aujourd'hui, il y a une ancienne résidence de religieuse qui se trouve sur Côte-Sainte-Catherine, où si vous allez voir la cour, le ruisseau qui était canalisé est maintenant à ciel ouvert. C'est tout récent, ça a été dans la transformation de la résidence en condominium. À l'époque, le ruisseau se jetait donc à l'emplacement du parc Outremont. Le parc Outremont était, les personnes généreuses diront un étang, d'autres vont dire un marécage. C'est pour ça qu'on a créé un parc à cet emplacement-là. Et le ruisseau était canalisé et se poursuivait vers le Mylène. Donc, ça permettait, j'ai retrouvé dans les archives de Saint-Louis-du-Mylène plusieurs lettres, un échange de correspondance entre Louis Beaubien et le village, parce que si le ruisseau avait été canalisé vers le Mylène, c'est que ça servait pour ses pâturages au Mylène, c'est-à-dire les vaches utilisaient le ruisseau pour s'abreuver. Alors, c'était très pratique pour la ferme, sauf que quand on commence à urbaniser Saint-Louis-du-Mylène aux environs du boulevard Saint-Laurent, comme je vous l'ai dit, entre le boulevard Saint-Joseph d'aujourd'hui puis la rue Bernard, le village écrit à Louis Beaubien en disant le problème, c'est qu'au printemps, quand les neiges fondent, les sous-sols des maisons sont inondés. Monsieur Beaubien, s'il vous plaît, voudriez-vous mieux canaliser votre ruisseau? Tout ça a disparu.
Ceux qui connaissent bien le Mylène, et j'ai publié un article sur le site web de Mémoire du Mylène qui l'explique en détail. Il y a une petite rue un peu étonnante qui s'appelle la Petite rue Gros, là, qui se trouve entre Saint-Viateur et Fermante. Et on se demande que vient faire cette minuscule rue dans le paysage du Mylène. Ben, c'est justement le ruisseau qui a été canalisé à cet endroit-là. Le ruisseau poursuivait son chemin jusqu'au ravin de ce qui est aujourd'hui le parc La Fontaine, rejoignait un plus grand ruisseau et le tout se déversait dans le fleuve Saint-Laurent. Le ruisseau de la tannerie des Bel-Air, celui donc qui longeait plutôt l'avenue du Mont-Royal, descendait lui aussi de la montagne, mais c'est un ruisseau distinct un peu plus au sud. Je me souviens de ce ruisseau-là. Ah. Mon grand-père, Joseph Beaubien, me disait que tous les ans, avec son père, l'honorable Louis Beaubien, retraçait le chemin de la côte Sainte-Catherine avec des chevaux. Puis ce ruisseau-là passait à côté du couvent des Sœurs qui descendait la rue Mécoloc. Et ils avaient toujours de l'eau à travers le chemin de la côte Sainte-Catherine, qui était toujours un problème majeur pour les résidences dans la région. Mais j'ai joué dans ce ruisseau-là. Je me souviens très écoutement. Puis je faisais du ski par-dessus. Je m'excuse là, mais je me souviens beaucoup de souvenirs de cet endroit-là. Merci. Puis peut-être une dernière question avant de terminer que j'adresserai à Yves Desjardins. Est-ce que le projet une question de Élise Héon, est-ce que le projet du Petit Train du Nord a joué un rôle à trouver le paradis nominingue? Et je joins une autre question, un commentaire en fait, de Michel Gadebois qui spécifiait en fait que la maison de Louis et Joseph existe encore au lac Nominingue. Elle est encore là. Voilà, c'est comme un commentaire question joint que j'adresse. Parfait. Oui, le Petit Train du Nord, là encore, je ne suis pas un spécialiste. Si vous êtes intéressé, la Société d'histoire de Saint-Jérôme et celle de Saint-Joseph ont plusieurs articles intéressants. Le curé Labelle était très ambitieux. Hein? Il voulait se rendre jusque dans le fond de l'Abitibi, ouvrir des mines. C'était un grand projet économique. C'est pas allé aussi loin que ça, mais il y a une chose qui est certaine, si les Laurentides se sont développés au 20e siècle pour la villégiature jusqu'à Saint-Jovite et au-delà, c'est en grande partie grâce à l'œuvre du curé Labelle. Et le curé Labelle n'aurait sûrement pas réussi à construire le Petit Train du Nord sans l'aide de Louis Beaubien. Donc, ça a été quelque chose, ça n'a peut-être pas joué le rôle que le curé Labelle souhaitait sur le plan économique, mais pour le développement des Laurentides, dans la vocation qu'elles ont toujours aujourd'hui de la villégiature, ça a été absolument critique. De sorte que... j'ai oublié la deuxième partie de la question. En fait, c'était un commentaire de Michel Gadebois qui disait qu'il y avait encore une des maisons, la maison à Nominingue, oui, c'est fort possible. Moi, ce que j'ai voulu souligner à Nominingue, c'est la générosité, une fois de plus, des Beaubien quand ils ont permis aux enfants du patrouille le Prévost d'avoir là une colonie de vacances. Je sais, je salue Raymond Perrault que je viens de voir, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Je sais que Raymond a fait des recherches sur les différentes résidences des Beaubien à Nominingue. M. Philippe de Gaspé doit savoir aussi. Alors, c'est sûrement possible que les Beaubien ont encore des maisons au lac Nominingue. Raymond pourrait peut-être compléter. Il a le micro. Le Nominingue a été développé grâce à un don du curé Labelle. Le curé Labelle a accompagné mon arrière-grand-père, l'honorable Louis Beaubien, à ouvrir les Laurentides. Et ils ont pris des Canadiens français, ils les ont semés tout le long, Saint-Faustin, au lac à Tremblant et de tous ces héros-là. Et le Nominingue a été offert par les Indiens au curé Labelle et à mon ancêtre, l'honorable Louis Beaubien, de la façon paisible qu'ils ont découvert les Laurentides. Et le petit lac Nominingue est resté dans la famille. Il y a encore peut-être une trentaine de Beaubien qui habitent, ou des descendants de Beaubien qui habitent de cette région-là. Et la maison principale était encore la maison de mon arrière-grand-père Joseph Beaubien, qui existe toujours et qui est la propriétaire d'un perrot dans le moment.
Oui, j'ai réactivé le micro de M. Raymond Perrault, si vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, je crois que le terrain du Patro, qui a été donné par Louis au Patro, est maintenant celui sur lequel est le camp Nomineng, un camp anglophone pour garçons qui est de l'autre côté du lac de la propriété où sont les Beaubiens. C'est intéressant. On appelle ça le camp McGill dans ce temps-là. Oui, malheureusement, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul ont eu des gros problèmes financiers pendant la crise. Ils ont été obligés de se départir du camp d'été de la colonie de vacances à ce moment-là. Mais si jamais les gens ont d'autres questions, vous pouvez m'écrire par l'intermédiaire de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal à leur adresse de courriel et il me fera plaisir aussi de répondre à vos questions par écrit. Merci beaucoup monsieur. à tout le monde. Huguette, est-ce que tu voulais prendre le mot de la fin? Oui, bien, je remercie évidemment Yves de cette excellente conférence et puis si bien documentée. Et également à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont accepté l'invitation. Merci beaucoup et bonne soirée.